Donc la responsabilité civile intéresse tout le monde, que l'on soit un centre équestre, une écurie de propriétaire, un enseignant ou même un simple propriétaire. Aujourd'hui, sauf exception, l'assurance en responsabilité civile n'est pas obligatoire. Elle est pourtant indispensable car faute d'être assuré, que l'on soit un professionnel ou un particulier, on s'expose à des condamnations pour des montants très élevés qui peuvent grever soit votre activité professionnelle, soit, pire encore, votre patrimoine personnel si vous êtes un particulier. Donc, la responsabilité civile, c'est quoi? C'est une obligation légale. Toute personne qui a causé un dommage doit les réparer, soit parce qu'elle a fait une faute dans le cadre d'un contrat, soit parce que ce sont des personnes dont elle répond, ou son propre fait, ou des choses qu'elle a sous sa garde. Les, voilà, le cheval, comme on le sait, est un animal ambivalent. Il est fragile, mais il peut également être à l'origine de dommages importants. Et c'est pour ça que les conflits le concernant sont très nombreux. Les différents cas donc, de responsabilité civile, nous allons les étudier rapidement. Une personne est engagée par une autre personne parce qu'elle a souscrit un contrat. Donc, on vous a donné quelques exemples. Un cheval en dépôt, un enseignement à des élèves, où on sait qu'on a une obligation de sécurité à leur égard. Donc, celui qui considère que vous n'avez pas respecté le contrat peut chercher à engager votre responsabilité contractuelle. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'admettre et vous pouvez contester cette responsabilité en faisant valoir un certain nombre d'éléments qui peuvent être soit sa propre faute à lui, soit tout simplement votre absence de faute, soit une cause étrangère qui est responsable de ce dommage. Rapidement également, la responsabilité civile délictuelle. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de contrat avec la personne, hein, il n'y a aucune relation contractuelle et elle peut être mise en œuvre dès lors qu'il y a un fait fautif, un lien de causalité et un dommage subi. Là encore, comme en matière de responsabilité contractuelle, vous avez des moyens de vous exonérer en démontrant force majeure, fait de la victime ou faute d'un tiers. La différence sur certains fondements de responsabilité civile délictuelle, par exemple la responsabilité du fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde, on ne peut pas s'exonérer en prouvant que l'on n'a pas commis de faute. Par exemple, vous avez un cheval qui est sous votre garde, celui-ci commet un dommage, eh bien, vous ne pouvez pas prouver que vous n'avez pas commis de faute dans la garde du cheval. C'est une responsabilité automatique et c'est là la différence avec la responsabilité contractuelle qui généralement suppose une faute de votre part. Alors, lorsqu'on manipule des chevaux, les cas de responsabilité civile sont fréquents et souvent graves. Hein, ça, vous le savez parce que vous avez l'habitude d'avoir des chevaux sous votre garde. Vous savez très bien que le cheval est un animal qui, à la fois, peut causer des dommages importants par sa force, par la puissance, mais qui, paradoxalement, est un animal fragile. Donc, on vous a mis quelques exemples pour, pour vous les rappeler. Premièrement, un cheval est confié en pension, il s'échappe de son box et il cause un dommage à un tiers ou à un salarié. Autre exemple, le cheval est monté en reprise par une cavalière licenciée du centre équestre, la cavalière tombe, le cheval blesse la cavalière mais aussi un autre cavalier de la reprise ou un salarié du centre équestre. Exemple en responsabilité délictuelle, le cheval sort du centre équestre et cause un accident sur la route. Là encore, cela mettra en cause votre responsabilité contractuelle. Et je passe désormais la parole à Nathalie qui va vous parler de la déclaration d'activité ou de la déclaration du risque, soit le début du contrat d'assurance. Merci, maître. Effectivement, les cas de responsabilité que maître Blanche de Grandvilliers expose vont étayer la nécessité ou la détermination du contrat d'assurance. Bien évidemment, lorsque l'on
on décide de s'assurer, on n'est pas forcément tout de suite au fait des risques encourus. Donc la première formalité consiste effectivement à la déclaration du risque par l'assuré, c'est-à-dire d'expliquer clairement à son courtier ou à son agent d'assurance qu'est-ce qu'il veut garantir. Les activités ou une activité professionnelle ou même une activité ludique, c'est-à-dire que pour un propriétaire de chevaux, on parle effectivement d'usage du cheval. Qu'est-ce qu'il va faire avec des concours, juste de la promenade ou juste le laisser au pré chez un tiers qui va effectivement garder le cheval entre guillemets pendant une période où le cheval est au repos ou voire en activité. Il faut vraiment, dans cette déclaration des risques, être très concis. L'assureur ne peut pas deviner ce que vous allez faire exactement avec l'animal, même s'il va être transporté ou pas par vous ou par un tiers. Donc il faut vraiment être assez au fait de ce que vous voulez lui faire garantir. Cette, je dirais que ces déclarations sont très importantes puisque en responsabilité civile, on est l'assureur, il va effectivement garantir une activité précise. Si elle n'est pas détaillée, si elle n'est pas écrite, il ne garantira pas. Euh, Oui, effectivement, le maître Blanche de Grandvilliers me fait rappeler ce qui est écrit, c'est qu'effectivement le professionnel donc qui assure sa responsabilité civile doit également avoir les diplômes nécessaires à l'exercice de l'activité. L'assureur va l'écrire dans son contrat et vous allez effectivement le confirmer ou ne pas le voir, mais si vous n'avez pas les diplômes requis, la garantie ne fonctionnera pas, quand bien même le contrat est mis en place, parce qu'il ne peut pas assurer une activité qui n'est pas dans la réglementation. Voilà. Ensuite, sinon, on parle de l'assurance des particuliers propriétaires d'équidés. Effectivement, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée parce que l'animal est sous la responsabilité de la personne qui le monte et ou de son propriétaire. Il est avéré que si vous prêtez votre cheval à un tiers, par exemple, et que l'animal part au galop, désarçonne son cavalier et va causer des dégâts à un tiers, on ira rechercher votre responsabilité en tant que propriétaire. On ira rarement rechercher la responsabilité du cavalier qui est allé, qui est venu monter le cheval. Par ailleurs, dans les contrats d'assurance, il vaut mieux prendre une garantie spécifique responsabilité civile du fait en qualité de propriétaire de chevaux, parce que les contrats multirisques habitation ne couvrent généralement que les animaux de compagnie, c'est-à-dire le chien ou le chat. Le cheval, étant souvent confié en pension ou très loin du domicile, ne sera pas vraiment considéré comme un animal de compagnie. Il y a des assureurs qui prévoient expressément, même dans votre multirisque habitation, ça arrive, de garantir votre cheval. Mais attention, la territorialité, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le cheval est vraiment à côté de la maison. À noter que la FFE propose effectivement une assurance propriétaire d'équidés à un tarif très attractif. Ce sont des assurances qui ne sont pas très chères. On est autour de, alors j'ai pas les tarifs en tête de la FFE, mais on est autour de 30 € par an. Donc je pense qu'il faut pas hésiter. Il faut vraiment passer le pas et s'assurer en responsabilité propriétaire. C'est par cheval le tarif que je vous donne. Alors, un petit mot sur le rôle du courtier ou de l'agent, pardon, de l'agent d'assurance. Quand on parle de l'agent, c'est l'agent d'assurance. Euh, il vous aidera l'un ou l'autre, hein, ils vous aideront l'un ou l'autre à vraiment préciser vos activités parce qu'il va vous poser beaucoup de questions sur vos activités, sur vos structures, sur la façon, sur le nombre de personnes que vous avez, que vous employez, sur l'usage, enfin l'utilisation qui est toujours le cas dans vos activités de bénévoles. Et il vous aidera également, ils vous aideront l'un ou l'autre à comprendre les conditions générales et les conditions particulières des contrats proposés. Ils seront effectivement des contacts privilégiés dans l'hypothèse d'un sinistre, puisque vous aurez affaire à eux au cas où vous auriez effectivement une réclamation d'un tiers, et ils seront là pour vous aider et le gérer au mieux la difficulté ou
le rapport avec le tiers qui justement pose réclamation. Le courtier, donc c'est juste une petite phrase, mais le courtier est votre mandataire. L'agent est aussi votre mandataire, mais il est quand même plus mandaté par la compagnie d'assurance. La vie du contrat. Donc pendant le contrat, vous avez l'obligation qui est entre guillemets, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous avez quand même l'obligation de déclarer toute nouvelle prestation, toute nouvelle activité, toute modification de vos activités, même temporairement. Et c'est très important pour le suivi du risque et notamment pour la prise en charge d'un sinistre, comme nous le disions tout à l'heure. L'assureur RC, il ne garantira que ce qu'il y a écrit noir sur blanc sur le papier. Ces déclarations, elles ont pour but de permettre à l'assureur également d'appréhender les activités et de voir s'il y a ou non aggravation du risque. Contractuellement, il est vrai que toute modification doivent être indiquées à l'assureur dans les 15 jours par lettre recommandée ou par mail. C'est vrai que dans les faits, ça se fait rarement, mais c'est mieux de l'avoir fait. Le courtier ou l'agent étant votre intermédiaire, le fait de leur avoir déclaré prouve que vous avez effectivement fait la bonne démarche. L'exemple que l'on donne, c'est que pourquoi déclarer une nouvelle activité, c'est effectivement des modifications du risque qui peuvent vous paraître anodines, comme l'exemple donné, l'installation d'un marcheur qui nécessitera la condamnation pendant quelques jours de certains chemins d'accès et le déploiement d'un engin de chantier ou de plusieurs engins de chantier. Nous avons eu le cas où effectivement ces travaux ont occasionné des bruits qui ont affolé les chevaux et il y a eu certains dégâts puisque les chevaux ont d'une part manifesté leur peur et deux chevaux se sont échappés. Nous avons eu le cas, deux chevaux se sont échappés sur la route et on est allé rechercher bien évidemment la responsabilité euh, des personnes qui ont manipulé les engins de chantier. Cela étant, c'était plutôt à l'exploitant équestre de prévenir son assureur RC qui avait effectivement cette problématique et qu'il risquait d'y avoir des, des, euh, des inconvénients vis-à-vis des tiers, des chevaux confiés ou des passants. Le renouvellement du contrat d'assurance, il a lieu généralement annuellement par tacite reconduction. Tous les contrats sont par tacite reconduction. C'est rare d'avoir des contrats à durée ferme. Toutefois, dans de nombreux cas, le contrat est résilié avant même l'échéance. Elle n'est pas forcément automatique et la résiliation peut se faire soit dans le cadre de la vente d'un cheval assuré ou de son décès ou pour une activité, de la cessation d'activité. Donc là, on cesse effectivement le contrat d'assurance. Mais attention, en matière de responsabilité civile, lorsque c'est sur l'assurance d'un cheval, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsqu'on est sur une activité professionnelle, il vaut mieux il vaut mieux faire attention quand on résilie. Généralement, vous pouvez avoir des garanties subséquentes, mais on ne rentrera pas dans ce débat parce que c'est un petit peu long, qui touche la responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire la prestation intellectuelle. Mais on peut résilier effectivement dès qu'il y a cessation d'activité ou vente du cheval. Je repasse la parole à Blanche qui va parler des garanties accordées. Alors, les garanties accordées, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. On a choisi aujourd'hui de se concentrer sur les limitations de garantie, notamment pour les dommages causés aux animaux qui peuvent vous être confiés dans le cadre d'un dépôt. Donc, tous les contrats d'assurance comportent des limites de garantie. C'est à vous de voir avec votre courtier ou avec votre agent si elles correspondent à l'exercice de vos activités et à la valeur des choses confiées. Généralement, en ce qui concerne la responsabilité civile délictuelle et les dommages aux tiers, par exemple accident de la route, etc., il n'y a pas de limite. Les limitations sont très élevées. Enfin, pardon, les sommes prévues en indemnisation sont élevées et il n'y a pas véritablement de difficulté à ce sujet. En revanche, c'est régulièrement pour les choses qui vous sont confiées, notamment en dépôt, où il peut y avoir des limites de garantie. Donc, il faut faire particulièrement attention. Il ne faut pas hésiter. On a parlé tout à l'heure du rôle du courtier et de l'agent.
Je voudrais juste préciser que vous devez avec eux étudier les conditions générales, contractuelles et délictuelles. Pour vous qui n'êtes pas forcément habitués à ce langage juridique, c'est un petit peu abscon. Donc n'hésitez pas, prenez un petit peu de temps, franchement le jeu en vaut la chandelle, pour regarder avec votre courtier ou avec votre agent les clauses du contrat, notamment ce qui figure en gras, qui sont les exclusions de garantie, afin de vérifier que vous êtes correctement couvert. Nous avons encore un dossier récemment qui le prouve, une écurie de propriétaires qui s'est donc assurée, qui avait un contrat d'assurance pour un montant assez élevé. Eh bien, elle s'est rendue compte, en cas de dommage au cheval, que les chevaux qui étaient confiés en pension n'étaient pas assurés. Et ce cas, je peux vous le dire parce que je fais souvent des dossiers, n'est pas un cas isolé. Vous avez des éleveurs qui ont des chevaux chez eux, des éleveurs ou des exploitants qui ont des chevaux qui leur sont confiés, et le jour du sinistre, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas assurés pour les animaux confiés ou qu'ils ne sont assurés que pour certains animaux confiés. Donc, premièrement, vérifier qu'on est bien assuré pour toutes ces activités et vérifier également le plafond de garantie. C'est un très vaste sujet, c'est un débat qui est difficile parce que vous avez généralement des limitations qui peuvent être parfois même à des sommes relativement dérisoires. 1000 euros, 5000 euros, 7000 euros par cheval confié, alors que le cheval qui vous est confié peut avoir une valeur bien supérieure. Alors vous avez plusieurs moyens de résoudre ce problème. Vous avez la possibilité soit d'augmenter le plafond d'indemnisation par cheval, un plafond qui correspond à peu près à la valeur des chevaux qui vous sont confiés, soit vous avez la possibilité de faire un plafond annuel. Je dis n'importe quoi, je dis un chiffre au hasard, par exemple, pour des sinistres annuellement d'un montant de 500 000 euros par an. Voilà, ce qui vous permet, bon, c'est rare d'avoir plus de 2 sinistres par an, hein, généralement quand on en a un par an, c'est déjà beaucoup. Donc si vous en avez un par an à 500 000 euros, c'est un plafond qui vous permet d'être assez à l'aise dans la garantie. La difficulté, c'est que pour un plafond annuel pour l'ensemble des chevaux, ça risque d'être un peu plus cher que si vous avez un plafond par cheval. Effectivement, donc là, c'est à vous de négocier. Alors, le risque de défaut de garantie, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. Nous vous avons donné un exemple avec le transport des chevaux. Là encore, le centre équestre peut proposer de manière accessoire à son activité une activité de transport des chevaux, notamment pour se rendre au concours ou pour se rendre à des stages. Il doit effectivement être déclaré que ce transport est bien assuré et qu'il est accessoire à l'activité d'entraînement du cavalier ou du cheval. Effectivement, si vous êtes un véritable transporteur professionnel, c'est différent. Vous avez le droit de faire des transports à titre principal, mais il faut une licence, il faut un diplôme, ce que vous n'avez pas forcément. Donc, deuxième obligation, vérifier qu'on est assuré et vérifier que l'on est assuré pour les chevaux transportés dont on n'est pas propriétaire. Et là encore, quel va être le plafond de garantie. Troisième élément, sur le risque de défaut de garantie, au moment du sinistre, attention à ce que vous allez dire et surtout à ce que vous allez écrire. Il ne faut pas reconnaître sa responsabilité. Il faut faire très attention. Il faut toujours essayer de décrire les faits au moment du sinistre de manière très factuelle, sans se prononcer sur la responsabilité. Éviter de dire je suis fautif, j'ai fait une faute, parce que cela peut ensuite, d'abord, ça n'engage pas l'assureur, ça ne lui est pas opposable, et cela peut mettre un risque de défaut de garantie. Et je repasse la parole à Nathalie pour la fin du contrat à l'initiative de l'assureur. Je rajouterais juste une petite chose par rapport aux valeurs que vous souhaitez assurer pour les chevaux confiés, puisque là on parle bien de responsabilité civile. Il faut savoir également que dans les contrats de responsabilité civile, on ne va jamais garantir tout ce qui est incendie, explosion, dégâts des eaux. Donc ça veut dire également qu'il faut vérifier ces capitaux, les capitaux que vous avez dans vos contrats de dommages, parce que dans vos contrats bâtiments, vous allez assurer vos bâtiments soit
ou votre contenu si vous n'êtes que locataire, vous devez prévoir un contenu et dans le contenu, vous devez prévoir également la valeur des chevaux qui vous sont confiés puisque le contrat RC n'interviendra pas si jamais il y a un incendie et que les chevaux sont malheureusement piégés et décèdent. Donc nous revenons sur la fin du contrat à l'initiative de l'assureur. La loi prévoit pour l'assureur comme pour l'assuré, bien évidemment, la possibilité de résilier le contrat d'assurance à chaque échéance annuelle. Ce sont les articles L112, L113-12 et suivants du Code des assurances. Donc, vous pouvez résilier à l'échéance soit parce que, encore une fois, vous cessez l'activité ou vous avez trouvé une meilleure garantie qui vous convient le mieux, ou vous êtes fâché avec votre agent ou votre courtier, ça peut arriver aussi. Donc, et puis vous pouvez être résilié également, alors là c'est moins drôle, pour non-paiement de prime, et là il faut faire très attention, parce que la sanction est assez dure. Si vous ne payez pas, donc la garantie continue pendant 30 jours, après la lettre de mise en demeure, vous avez encore une garantie pendant 30 jours, mais ensuite vous êtes suspendu, donc si jamais il y a un sinistre, vous ne serez plus garanti, et 10 jours après, vous serez résilié. Je dirais que la sanction entre le fait est double, oui, comme dit Maître de Grandvilliers, la sanction est double puisque non seulement vous n'êtes plus assuré, mais en plus vous devez quand même payer la prime. Donc, qui sera liée à l'assureur qui, une fois qu'elle est payée, peut ne pas souhaiter remettre en vigueur les garanties. Donc, on est dans une double, voire triple peine, puisque de toute façon, il faudrait vous réassurer ensuite. Les risques, effectivement, autres risques de résiliation du contrat pour aggravation du risque. Pour deux raisons, soit l'assureur ne veut pas assumer effectivement cette aggravation de risque et considère que ça dépasse son souhait de garantir, mais ça peut être aussi à l'initiative de l'assuré qui considère que la prime proposée et ou les conditions proposées par l'assureur ne lui conviennent pas. Et là, il y a une résiliation amiable, donc en dehors des délais d'échéance, au bout de 30 jours, où on se met d'accord et c'est résilié. Alors, c'est vrai que quand c'est l'assuré qui résilie, c'est plus confortable. Lorsque c'est l'assureur, il faut effectivement se dépêcher de trouver un nouvel assureur qui va accepter de reprendre le risque. La dernière difficulté, c'est effectivement la résiliation après sinistre. L'assureur a le droit, conformément au Code des assurances, de résilier suite à sinistre. C'est son droit le plus strict. Alors, ça se négocie bien évidemment aussi. C'est-à-dire qu'on essaie effectivement d'éviter la résiliation. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est que le sinistre est quand même assez important et que le replacement va être difficile, mais pas insurmontable. Donc on peut replacer, mais on sait que ça va être à des conditions tarifaires assez draconiennes. Voilà, je repasse la parole à Blanche de Grandvilliers pour la résiliation pour déclaration inexacte. Oui, c'est encore un risque cette fois pour l'assuré. Merci Nathalie Robert. L'assurance considère que vous avez déclaré de manière inexacte le risque. Elle considère que vous n'avez pas tout déclaré, vous n'avez pas indiqué tous les éléments, toute la nécessité et l'importance. Là, je le rappelle, c'est un peu comme pour tout. Tout se joue au départ, hein. Il faut faire très attention au moment de la déclaration et d'ailleurs, inviter l'agent ou le courtier à venir sur place voir vos installations. Ça va montrer votre bonne foi, que vous lui avez laissé le choix de vérifier toutes vos installations et qu'il aurait parfaitement pu voir, par exemple, pour reprendre tout à l'heure, l'exemple du marcheur. Donc, si un marcheur pas déclaré, ah oui, mais il est venu, il n'a pas pu ne pas voir qu'il y avait un marcheur, c'est quand même quelque chose qui prend de la place. Donc, je n'ai rien déclaré de manière inexacte. C'est une omission qui aurait dû également être vue par l'agent ou par le courtier et pouvoir essayer de renégocier pour ne pas avoir cette résiliation pour déclaration inexacte du risque. Il faut quand même rappeler qu'en matière d'assurance, on est véritablement dans un aspect contractuel. Tout se négocie avec l'assureur. Il y a vraiment cet aspect, notamment pour des contrats de risque professionnel, c'est un petit peu différent pour les contrats auto, etc. Mais pour des contrats de risque professionnel, il y a vraiment
le contrat, rien que le contrat. En cas de sinistre, on va regarder ce qui a marqué dans le contrat. Donc, c'est vraiment la base, hein. C'est cet outil que vous devez avoir en permanence avec vous. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à négocier les clauses avec votre assurance. Mais faites preuve au départ de la plus grande transparence. Moi, je dis toujours, quand on veut être bien assuré, marquez sur une feuille, noir sur blanc, un email que vous envoyez à votre agent ou à votre assureur si vous en avez un, en décrivant spécifiquement l'ensemble de vos activités, ce que vous faites afin de pouvoir lui dire que c'est lui le professionnel. Une fois que vous avez tout déclaré, c'est lui qui aurait dû savoir comment vous assurer au mieux pour éviter cette résiliation. Alors, fin du contrat à l'initiative de l'assuré. Donc là, on ira un petit peu plus rapidement, mais ça reste quand même important. Il faut rappeler que vous avez la possibilité de résilier le contrat d'assurance chaque année, donc à l'échéance, enfin 2 mois avant la date d'échéance, mais ça ne prendra effet qu'à l'échéance, avec accusé de réception ou pas, mais c'est une précaution. Si vous ne le faites pas, si vous faites un email, vérifiez qu'on vous a répondu, parce que si effectivement on répond à votre email en disant qu'on a noté votre résiliation, il n'y a plus besoin d'envoyer l'accusé réception, hein, c'est toujours une formalité de moins, mais à défaut d'avoir résilié ou à défaut d'avoir résilié dans les délais, le contrat d'assurance continue de courir et la cotisation pourra vous être réclamée. Alors, 2 autres points qui sont quand même importants. La retraite, changement de profession. Là, vous pouvez aussi résilier dans la mesure où ce changement a une modification sur le risque couvert et une partie de la cotisation pourra même vous être remboursée. Dernière chose, la perte du bien assuré. Si le bien assuré, le cheval par exemple, n'est plus là ou est vendu, mais que vous n'avez pas signalé à l'assurance, eh bien, le contrat d'assurance peut continuer de courir et vous n'aurez pas de remboursement, alors que si vous l'aviez fait dans les délais, eh bien, vous auriez eu ce remboursement. Alors, il faut quand même reconnaître que les assureurs, même si vous ne l'avez pas fait immédiatement, si vous apportez la preuve que depuis telle date, le bien n'est plus là, il est perdu, il est vendu, etc., généralement, ils acceptent de vous rembourser la prime qui n'est plus due.